Alors, Bienvenue. attendez deux. Voilà. Ah, voilà. Bienvenue dans notre webinaire 10. Aujourd'hui, on aimerait vous parler d'un sujet qui est l'embauche de travailleurs en situation de handicap et tout ce qui est RQTH, etc. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des mythes autour de l'embauche des personnes en situation de handicap et on aimerait rétablir un peu certaines vérités. Voilà, avec Sandrine aujourd'hui. À notre niveau. Donc, moi, je suis Sandrine Thuner, conseillère professionnelle de proximité spécialisée dans les troubles cognitifs, et je suis accompagnée de ma collègue. Sarah Delepierre, qui est psychologue et neuropsychologue du groupe Fimeco. Ah oui, c'est comme ça. Ça a marché. Oui. Le temps que le diable bouge. Ça marche. On a rencontré quelques difficultés auparavant qui semblaient être résolues. Et Ouais, ça marche pas sous le nez. Ça, et on va repartager. C'est pas grave, hein. S'il n'y a pas de souci technique, c'est que c'est pas marrant. On va pas y arriver comme ça. Ok. Désolée. Tu veux que j'essaie de le partager? Ouais, bah, ça marchait oui, super ça bien. marchait. Et Les bon, petites arrêtés de parce que c'est fonctionner. moins joli comme ça. Peut-être que ça marche pas. Peut-être comme ça, bon, c'est un petit peu moins joli, mais si vous voyez, ça a l'air de marcher comme ça. Ok. Du coup, notre association Filmeco, hein, Alors, le problème, c'est que comme ça, tu vas pas voir les vidéos, je pense. je pense. C'est Est-ce que tu veux commencer à le télécharger, Elodie, pendant que je Alors, présente écoute, le sujet? départage-le et Ok. je vais, hop, le, hop. Ça va être vite fait et je vais partager Merci. En fait, ça marchait là. Ben oui, ça marchait. et je vais tenter de vous suivre. Ok. Merci. Après, Pour ceux qui connaissent Elodie, vous la connaissez comme la sauveuse de toute situation. bah, c'est encore le cas là tout de suite. Et désolée pour ce contretemps. Du coup, Filmeco, bon, la slide, on n'en a pas besoin de vous présenter un peu l'association brièvement parce que bon, c'est notre webinaire numéro 10, donc il a commencé à avoir des habitués. Mais l'objectif de notre association, hein, c'est de favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi pour des personnes qui ont des situations de handicap, essentiellement cognitifs pour notre part. La sauveuse galère un peu là, mais Voilà. ça Donc, va notre mieux. association, elle a été créée en décembre 2022. Bon, notre objectif, c'est toujours d'appuyer les dispositifs d'insertion, et toujours favoriser le maintien de l'emploi. Parce que nous portons donc les marchés AGFIP et FIP depuis janvier 2023 et nous avons remporté en 2024 le nouveau marché des services d'appui spécifiques. Donc ça a démarré le nouveau marché en avril 2024. L'idée, c'est que l'association, au-delà du travail réalisé sur le financement de la GFIP et du FIP, intervienne au plus tôt dans le parcours des travailleurs ou des futurs travailleurs, hein, le plus précocement possible pour les personnes en situation de handicap invisible. Donc, voilà. Bon, nos équipes, Alors, attendez parce que je sais pas du tout. ça marche pas. Là, je me suis perdue. Hop, désolée pour ce contretemps. C'est la slide. Euh, oui, il est téléchargé sur l'ordinateur. Et oui, c'est pour ça qu'on avait un peu géré le truc, que je suis surprise que ça marche pas. Parce qu'en ligne, C'est la première fois que ça fait ça et moi, ça ne veut pas me le télécharger. Enfin, du moins, le téléchargement est très très long. Est-ce qu'en attendant, on ne ferait pas quand même comme ça? Oui, vas-y, comme Voilà. ça, on ne perd pas de temps. on Alors, peut revenir juste sur la slide d'avant, parce qu'il y avait des étapes qui alors, sont passées à la trappe hein, très rapidement, puisqu'effectivement, ça a été présenté déjà. Donc oui. sur pour finaliser donc, cette présentation de l'association, donc l'idée, comme on le disait, c'était au-delà du marché FIP et AGFIP, d'intervenir au plus tôt dans le parcours pour le sécuriser et de limiter les errances des travailleurs et des familles, puisque ça a été un constat quand même fait très régulièrement. L'objectif aussi, c'est de pouvoir, en tant qu'association, travailler avec
plus de collaboration et accompagner des organismes de formation, des employeurs dans l'accueil et l'inclusion de personnes en situation de handicap. Voilà, donc on s'est présenté, nous, donc Sandrine CBPS et moi, neuropsychologue. On a aussi une psychologue ergonome dans l'équipe et puis après, on est plusieurs à occuper chacun des postes. Bon, ça nous permet d'avoir un peu des interventions assez pluridisciplinaires, avoir des missions variées. Et couvrir l'ensemble du département. L'ensemble du département, ce qui est du travail. Et puis, on collabore aussi avec ICOM Provence, qui est un prestataire qui est expert en solutions numériques. Voilà. Et qui nous donne un appui aussi sur tout ce qui est ergothérapie, et qui sont spécialisés dans les troubles cognitifs également. Bon, on va revenir aussi brièvement sur ce que c'est la situation handicap. Hein. Bon, on a fait encore une fois des webinaires précédents, peut-être on est plus allé dans le détail, là on va essayer d'aller rapidement. Ce qu'on appelle une situation de handicap, hein, c'est lorsqu'une personne rencontre des obstacles dans son environnement qui limitent sa pleine participation à la société, et notamment pour nous aujourd'hui dans le travail. Euh, bon, les obstacles, ils peuvent être divers, hein. C'est vrai qu'on a un petit peu des représentations de ce que ça peut être le handicap, mais le handicap, c'est pas que physique, il y en a aussi des sensoriels, comme le fait d'être malvoyant, malentendant, ou il y a des handicaps plutôt mentaux, psychiques, sociaux, cognitifs, etc. Donc le handicap, ça résulte d'autant de parcours, de caractéristiques personnelles que d'inadaptation de l'environnement. Enfin, je sais que Sandrine, toi, c'est quelque chose qui te plaît, cette idée que la situation de handicap, c'est que la situation met la personne en difficulté, mais qu'avec les aménagements pour la situation de handicap vient à disparaître, en fait, finalement. On va être très largement Voilà. réduit. Cette personne qui est en fauteuil, mais qui a accès, grâce à des rampes, des ascenseurs, etc., à aller à son travail tous les jours de manière plus facile, globalement, sa situation de handicap, elle commence à de moins en moins se voir, presque à des fois un peu Elle disparaître, diminue, voire diminuer. disparaît. Oui. Voilà. Donc l'objectif, c'est toujours de réduire ces barrières. On aime bien toujours parler un peu du handicap invisible, hein, c'est normal, on est un peu à fond dedans avec notre travail. L'idée que voilà, les handicaps, c'est pas que le fauteuil ou la canne ou la béquille, il y a beaucoup de handicaps invisibles. C'est même 80% des handicaps qui sont invisibles, donc 4 personnes sur 5. L'immense majorité. L'immense majorité. On va revenir juste après sur les précisions sur la situation de handicap cognitif. Hein, Voilà. C'est vraiment le domaine sur lequel on est plus précisément. Donc, la notion de handicap cognitif désigne, encore une fois, l'idée de situation de handicap qui touche les personnes qui souffrent de divers dysfonctionnements neuropsychologiques. Voilà. Et du coup, ça affecte des fonctions mentales comme la mémoire, l'attention, le langage, la perception, la résolution de problèmes. Et du coup, ces troubles-là, ils peuvent nécessiter des aménagements spécifiques parce qu'ils peuvent impacter directement la manière dont une personne perçoit, traite ou restitue les informations dans le cadre de son emploi ou sa vie personnelle. Euh, Pour faire le lien, on ouais. a comme structure, hein, beaucoup connaissent, bien évidemment, et surtout les personnes qui sont dans cette situation, mais qu'il convenait quand même de décrire à nouveau. Donc, la maison départementale des personnes handicapées, en situation de handicap, c'est quand même mieux. C'est une structure donc, qui est destinée à faciliter les démarches des personnes en situation de handicap et leur famille, hein, leur entourage. Le rôle principal de la MDPH, c'est d'accueillir, d'informer, d'accompagner et de soutenir les personnes en situation de handicap. Elles ont pour mission d'évaluer les besoins des personnes dans ces situations-là, d'attribuer les droits et les prestations et de coordonner les actions des différents intervenants. On a une liste là qui n'est pas tout à fait exhaustive, hein, de tout ce qui peut être proposé, mais c'est ce qui est principalement proposé sur notification. Donc, l'allocation et prestations compensatoires, la PCH, qui permet de réduire le coût de certains déplacements, par exemple, pour des personnes qui auraient des difficultés en termes d'autonomie. L'allocation adulte handicapé qui est attribuée à des personnes dont l'évaluation met en avant de grandes difficultés pour aller vers l'emploi, se maintenir en emploi. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est assez complexe et technique, mais en tout cas, c'est une aide qui est décidée et versée par la MDPH. Voilà. La MDPH, c'est aussi l'organisme vers lequel on va se rapprocher pour obtenir la RQTH.
Euh, ça valait le coup aujourd'hui quand même de revenir sur ce que c'est la RQTH, donc la reconnaissance de qualité Qualité de travail de travailleur handicapé. Peut-être que tu peux l'expliquer un peu mieux. Donc, ça reste quand même une décision administrative, hein. C'est ce qu'on a de cesse de rappeler, moi et l'ensemble de mes collègues, les CPPS, mais pas seulement, les psychologues, les neuropsychologues également. C'est vraiment un statut administratif qui renseigne, informe la personne qu'il y a une situation de handicap. Elle n'indique pas, quand on transmet le document, l'origine de cette situation de handicap et donc pas les détails qui peuvent permettre d'être pris en compte au regard de cette RQTH. Et l'idée donc de la personne qui est concernée par la RQTH, c'est que ben, tout simplement, les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont quand même relativement réduite du fait de la dégradation d'au moins une fonction physique, sensorielle, mentale ou psychique. Ce sont les définitions, les réglementations en termes d'évaluation de la MDPH. Voilà. Quand on est en situation de handicap et qu'on va vers l'emploi, on entend aussi souvent parler de catégories d'invalidité. On aurait aimé faire un point avec vous aujourd'hui sur ces catégories parce qu'elles sont souvent un peu méconnues et le terme même d'invalidité, on a du mal à le trouver cohérent quand on parle d'emploi. Donc, Surtout quand on sait voilà, ce que les différentes catégories présentées ici définissent en réalité sur le terme d'invalidité. Finalement, il y a 3 catégories. Et là, on va vraiment parler réellement d'incapacité. Ça sera uniquement sur la catégorie 3, hein. C'est indiqué dans le rond de couleur orange, où là, la personne, elle est vraiment dans l'incapacité de travailler. Elle nécessite même une assistance pardon, d'une tierce personne dans beaucoup d'actes, voire tous les actes de la vie quotidienne. Dans la catégorie 1 et 2, on est sur des capacités à travailler, mais qui sont réduites pour la catégorie 1 et fortement réduites pour la catégorie 2. Voilà. Et là, le paiement, pardon, juste pour le dire, ce n'a pas été noté, c'est pas la MDPH et l'octroi de ces pensions non plus. On est sur des évaluations de la sécurité sociale. Voilà. Donc, en tant qu'employeur, sur le marché du travail, vous pourrez rencontrer des personnes qui ont une RQTH ou qui ont une pension d'invalidité de catégorie 1 ou 2. Voilà. C'est peut-être des personnes que vous serez amené à croiser et à travailler avec eux peut-être. Donc, ce que dit la loi pour les employeurs sur l'embauche des personnes en situation de handicap, Sandrine, tu connais peut-être un peu mieux que moi la loi. Alors ben, là, c'est juste un résumé, une synthèse de ce que dit la loi. Elle est évidemment pas complète, mais on est vraiment sur l'idée principale de cette loi. Donc, c'est une loi qui est quand même pas si ancienne, il faut quand même le soulever. C'est une loi qui aura 20 ans, donc pas très longtemps. Le handicap, quand même, c'est pas depuis 20 ans qu'il fait partie du quotidien des salariés et des futurs salariés. Et donc, l'idée, c'était de développer une loi pour l'égalité des droits et des chances et participer à la citoyenneté des personnes handicapées. Elle est considérée comme loi majeure en France, on comprend bien pourquoi. Elle vise à promouvoir l'inclusion et l'égalité des chances pour les personnes handicapées en France. Il y a, qui découle de cette loi, le fameux quota d'emploi, l'obligation d'emploi aussi, c'est appelé comme ça dans les termes. Et cette obligation d'emploi, en fait, elle se caractérise par un respect d'un quota de 6% pardon, de salariés en situation de handicap dans un effectif au minimum de 20 salariés. C'est ça. Et l'idée, c'est que si les employeurs ne respectent pas ce quota, elles sont soumises à des amendes. Elles payent donc des pénalités. Voilà. Ils sont récupérés pour la plupart par la GFIP, ou le FIP qui nous finance ensuite aussi. Bon, voilà, c'est de l'argent qui est réinvesti dans tous les cas pour l'embauche des personnes en situation de handicap. Malgré tous les avantages qu'on voit là, à se dire, bon, il y a des obligations légales, il y a peut-être cette idée de payer moins d'amendes, l'idée que ben, si on est dans une pension d'invalidité de catégorie 1 ou 2 ou une RQTH, en fait, on est en mesure d'aller dans un emploi. Et mine de rien, on se rend compte que c'est peut-être pas si évident que ça quand on a une situation de handicap de trouver un emploi. Nous, ben, on est en plein dedans, c'est notre travail de tous les jours, on se rend compte que
c'est sûrement dû à des stéréotypes, des méconnaissances aussi sur ce que c'est la situation de handicap. On aimait bien cette illustration, un peu l'idée, ben, comme si on imaginait une personne sans bras qui va devoir vendre des choses ou que sais-je, comme si voilà, toute situation de handicap pouvait être Ah bah, invalidante dans un emploi. invalidante, très invalidante, voire impossible à gérer finalement. Voilà, quand on voit cette illustration. image, nous, on s'en amuse parce que ben, nous, on est dans la réalité de terrain, donc on se rend bien compte qu'on est très loin de ça. Mais voilà, cette image nous a amusés et on s'est dit qu'on allait revenir sur ces mythes-là pour vous permettre peut-être euh, de bouger un petit peu les lignes aussi, vous, de comprendre un petit peu plus pourquoi nous, on, on imagine plus d'inclusivité et qu'on considère que ça fonctionnerait. Euh, Souvent, voilà, nous, on est en contact aussi avec des employeurs. C'est des choses qu'on a pu entendre, que par exemple, une personne qui est en situation de handicap, elle pouvait être moins impliquée dans son travail, ou qu'elle ne comprenait peut-être pas toujours ce qu'on pouvait lui dire, ou peut-être qu'elle ne serait pas motivée, parce que souvent, c'est plutôt des idées de départ que ce qui découle par la suite, ou qu'elle ne le fait pas exprès, puis comment on va réussir à lui dire, etc. Finalement, quand on se renseigne, ce qu'on observe, les interprétations qu'on fait de la situation d'une personne et de sa réalité, c'est quand même vraiment différent, un peu cette image de l'iceberg, hein, comme quand on verrait une face un petit peu immergée qui serait toute petite, et puis qu'il y aurait plein de choses en dessous qui seraient beaucoup plus complexes. Euh, bon, déjà, il y a des personnes valides hein, qui sont pas très motivées ou quoi que ce soit. Il n'y a pas que la situation de handicap qui va jouer sur le profil de la personne. Et en plus de ça, c'est peut-être un peu plus complexe. Oui, c'est plus complexe et il y a tout un tas de critères qui entrent en jeu, hein. C'est pour ça qu'on parle de processus complexes et multidimensionnels qui sont également à prendre en compte. Mais ce n'est pas ce qu'on va prendre en compte tout de suite euh, quand on pense à ce genre de situation. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de voir un petit peu à travers 5 mythes qu'on a récoltés dans nos pratiques, euh, en tout cas des retours d'expérience hein, qui reviennent assez souvent. L'idée, c'est de confronter ce mythe à la réalité sur la base de nos pratiques ou d'éléments totalement factuels. Le mythe numéro un qu'on a choisi, alors il n'y a pas d'ordre de critères, hein, c'est juste pour l'organiser dans le support. Donc le mythe numéro un qu'on a identifié, c'est le fait, cette croyance que l'embauche d'un travailleur en situation de handicap est coûteuse pour l'employeur financièrement et aussi au niveau du management, donc ça demande une réorganisation, de tout repenser, et que c'est quelque chose qui est vraiment chronophage, complexe, etc. La réalité, c'est que les besoins de la personne qui va être employée ne sont pas forcément coûteuses, pardon, une erreur de frappe, de simples adaptations. Alors, simple, on sait très bien que bien sûr, c'est pas si simple, mais en tout cas, l'idée, c'est que parfois, ça peut être plus simple qu'on ne le croit, notamment l'aménagement du temps de travail, quand c'est possible, évidemment, du matériel proposé, des supports apportés qui peuvent être utiles. Parfois, il suffit d'ajouter un support écrit, un affichage, quelque chose qui va être proposé aux salariés sur une modalité différente qui sera plus accessible pour lui. Il existe également des aides proposées par la GFIP, donc l'organisme qui est chargé de collecter justement les deniers en lien avec les amendes payées et qui sont réinjectés pour faciliter et favoriser la prise de poste, mais aussi pour maintenir la personne en poste. Donc il y a, on va les passer le plus rapidement possible, des aides à l'accueil, à l'intégration. On a noté un montant qui a été indiqué il y a peu de temps, donc qui a priori est actualisé, oui, même si les choses bougent pas mal. Il y a des aides donc à l'adaptation, au maintien sur le poste pour justement prévenir des situations de rupture, permettre aux collectifs de travail d'être sensibilisés, d'être formés pour que la personne puisse intégrer un poste, mais aussi et surtout s'y maintenir. Il y a une aide financière également qui est importante, qui est liée donc à la RLH. La RLH, c'est la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Si le handicap présente vraiment un impact très important, il peut y avoir un support financier pour aider l'employeur à intégrer le salarié. Il y a d'autres aides aussi en matière d'analyse de poste de travail et d'appui spécifique, mais on en parlera plus bas. Donc, en fait, finalement, s'il y a des aménagements légers à faire, finalement, c'est pas très coûteux.
Et s'il y avait un handicap un peu plus lourd, un peu plus invalidant, dans ces C'est pris cas-là, en il y a charge. beaucoup de prise en charge et finalement, c'est pas si coûteux que ça pour l'employeur. Le mythe numéro 2 qu'on avait repéré, c'est cette idée que peut-être les personnes en situation de handicap seraient moins productives et moins compétentes. Désolée, des fois j'en rigole parce que on est dans la La réalité et réalité. que du coup, c'est des choses qui peuvent nous faire rire parce que nous, on voit tous les jours les bénéficiaires en situation de handicap et pour le coup, ils sont franchement parfois même peut-être plus compétents et plus productifs. L'idée, c'est que quand on s'intéresse aux études, aux recherches qui sont menées, hein, enfin, on fait des statistiques aussi, des fois. L'idée, c'est qu'il y a des personnes en situation de handicap qui peuvent même être cadres ou chefs d'entreprise et qui, dans ces cas-là, gèrent quand même des boulots à multifacettes avec beaucoup de charges de travail et qui sont très compétentes. On a des bénéficiaires qui sont en auto-entreprise, des bénéficiaires qui sont salariés en CDI depuis un moment, Oui. qui sont parfois même des personnes de référence dans l'équipe qui vont se montrer particulièrement compétents. Voire Euh, même des personnes qui dirigent et encadrent voilà. un nombre important de personnes. Après, il y a toujours cette idée que si on essaie d'être cohérent aussi dans le parcours des personnes et de les emmener, nous, quand on les aide à réfléchir à leur emploi, et puis n'importe quel être humain qui réfléchit à son projet va aller vers quand même des choses dans lesquelles il se sent compétent et dans lesquelles il se sent progresser et productif. Donc, en fait, une personne qui a un projet qui lui correspond, il n'y a pas de raison qu'elle soit moins productive ou moins compétente. Voilà. Si Sur vous le, demandez, c'est sûr, à une personne en fauteuil roulant de monter sur des échelles, bah, bien sûr. Je veux dire, si on est un peu cohérent et que la personne se retrouve dans un domaine de travail pour lequel adapté, qui correspond à sa situation, il n'y a aucune raison qu'elle soit moins compétente. Alors, le mythe numéro Ah 3, du oui, coup, j'ai un tout petit peu accéléré parce qu'on a ah perdu oui, c'est du vrai, on a temps perdu du temps. et que le temps file. Donc, le mythe numéro 3, Désolée. l'intégration est complexe et perturbe l'entreprise. La Mm. réalité, c'est plutôt de dire que la possibilité d'une mise en place de pratiques inclusives, la création d'environnements de travail profitables à tous est tout à fait envisageable. Il y a même, et on a des retours là-dessus, des bénéfices réels pour le collectif de travail. Il y a des actions de sensibilisation, comme je le disais juste avant, qui peuvent être proposées à l'ensemble de l'équipe pour mieux comprendre la nature du handicap, les spécificités, les besoins qui en découlent et l'usage de la PMSMP, la période de mise en situation milieu professionnel, donc les immersions, les stages, on peut les appeler de toutes ces manières-là, en amont d'une embauche, ça peut être vraiment très profitable et soupape de sécurité. Ouais. Il y a également l'essai encadré. Laisser encadrer, bon, moi, c'est nouveau pour moi, mais c'est l'idée qu'il y a des personnes aussi qui sont en situation de handicap suite à un accident de parcours, un AVC, un trauma crânien, d'autres choses dans ce genre-là, et qui du coup sont en arrêt de travail et vont quand même postuler à des emplois ou à être en reclassement dans leur entreprise. Et il y a cette idée de, bah oui, mais maintenant avec cette nouvelle situation de handicap suite à cet accident de parcours, est-ce que la personne sera en capacité ou pas de prendre ce poste, etc. Laisser encadrer, ça permet à la personne qui est en arrêt maladie de tester un emploi, un peu comme un stage finalement, mais au sein de sa propre entreprise. mais au sein de sa propre entreprise. Et dans ces cas-là, il est rémunéré Oui, par sous. par comment on appelle, la sécurité sociale. Le dernier mythe qu'on avait repéré, c'était peut-être que les personnes en situation de handicap étaient plus souvent en arrêt maladie ou s'absentent plus régulièrement, ou peut-être même qu'elles sont toutes dans l'incapacité de tenir un temps plein. Donc il y a bien sûr des situations de handicap qui nécessitent d'être en temps partiel ou en mi-temps, mais il y a aussi beaucoup de personnes en situation de handicap qui maintiennent un temps plein sans problème. Euh, dans la réalité, nous, on ne remarque pas que les personnes en situation de handicap sont plus absentes ou plus souvent en arrêt maladie. Moi, j'aime bien cette théorie des petites cuillères. L'idée, ce serait que on se lève tous le matin avec un certain nombre de petites cuillères qui représenteraient notre énergie pour fonctionner tout au long de la journée. Et que peut-être que quand on est en situation de handicap, on part avec un petit peu moins de cuillères. Ce qu'on remarque, nous, des personnes qu'on accompagne, c'est que ces petites cuillères d'énergie, ces personnes-là, elles vont les mettre en priorité pour leurs ambitions, hein, donc c'est-à-dire leur vie de famille, leur vie professionnelle. Et ensuite, peut-être que si elles manquent un... Désolée, a priori, nous avons un souci de connexion. Ah,
Alors, on vous entend pas, Sarah? Ça Voilà. remarche? Oui, ça. Ça remarche. Aïe. Ok. Ouais, le réseau à Marseille, c'est quand même Du coup, on a entendu mes histoires de petites cuillères. Ah, mince. Oui, on a entendu les petites cuillères, hein. Ok. Tu étais au bout de Voilà, ton l'idée, c'est explication. vrai qu'on se rend compte que nous, les personnes qu'on accompagne, elles ont tendance à être au contraire beaucoup plus loyales envers leur entreprise, voire largement plus motivées et et hyper hyper engagées, quoi, persévérante et déterminée à poursuivre à poursuivre. ce qu'elles ont à poursuivre. Le dernier mythe, parce qu'il y a le mythe Ouais. 5 aussi, on va passer rapidement. Donc, souvent, il y a cette croyance que l'embauche d'une personne en situation de handicap donne forcément lieu à des aides pour les employeurs tout le temps. La réalité, c'est que ce n'est pas du tout le cas et que justement, les aides existent, mais elles ne sont mobilisables que dans certaines situations précises. Il convient de rappeler que les employeurs, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est un profil qui correspond à un poste, à des compétences, à un environnement de travail. C'est vraiment les compétences qu'ils veulent. Et la RQTH doit plutôt être envisagée comme un moyen de sécuriser un parcours, si et seulement si c'est nécessaire. L'idée, c'est quand même, je le dis rapidement, ça ne remet pas en cause l'idée de parler de sa situation de handicap, mais l'important, c'est de parler surtout de ses besoins, plus que de ses difficultés. Voilà. Donc, ce qu'on remarque à la fin de ces mythes, c'est que, OK, on peut comprendre qu'il y ait des craintes de la part d'un employeur qui a une vie professionnelle aussi qui déborde de choses à faire, etc. Mais quand nous, on fait le point et qu'on s'intéresse même à la recherche, etc., on se rend compte que proposer une équipe inclusive, permettre à son entreprise d'accueillir un travailleur en situation de handicap, c'est plutôt valorisant. Il y a quand même beaucoup d'avantages déjà en termes d'image de l'entreprise qui est quand même assez positive. Cette positivité aussi, elle va avoir des bénéfices sur le climat du travail. Ça ouvre l'esprit un peu des, des collègues, la tolérance, et puis de voir qu'on a des profils différents, des façons de travailler différentes. Ça permet aussi des bénéfices en termes de diversité. Ça enrichit la culture de l'entreprise. Puis les clientèles qu'ont les employeurs, elles sont souvent diverses elles-mêmes. Donc d'avoir aussi des employés qui ont des fonctionnements divers pour répondre à la demande diverse de la clientèle, c'est Ça quand même profite aussi, à tout le monde. ça profite un peu à tout le monde. Et puis les aménagements qu'on met en place pour ces personnes spécifiques, on parlait tout à l'heure d'affichage plus clair ou de communication plus ergonomique ou tous ces petits aménagements qu'on va faire pour cette personne en particulier, elle va profiter aux autres parce que les personnes valides aussi ont de la fatigue, des soucis de concentration ou envie que l'ascenseur fonctionne. Vous voyez, ça, je veux dire, ça rayonne aussi sur les autres membres du collectif. On va maintenant vous passer un petit témoignage en vidéo assez court, mais qui était important de diffuser. Donc, c'est le témoignage de Monsieur Ponce, qui est le directeur du Bowling District, qui a eu vraiment l'extrême amabilité de nous partager son expérience. Il a pu être sollicité par l'association FIMECO dans une situation particulière qui était gérée dans le cadre du marché AGFIP, orienté par le Cap Emploi. Et la personne, en fait, a 33 ans, a un trouble du spectre de l'autisme et a toujours dans son parcours eu des difficultés en entretien, à aller vers l'employeur, etc. Et donc, M. Ponce intervient, il en parle très bien dans cette vidéo. Et Qui va fonctionner, voilà, qui va qui va fonctionner. fonctionner. Bonjour, Oui, je m'appelle Monsieur Ponce Christophe. Je suis le directeur du bowling municipal de la ville d'Istres. J'ai été contacté par l'association Filmeco pour faire des simulations d'entretien d'embauche à des personnes avec un certain handicap. Chose que j'ai répondu spontanément oui, ça m'a, je sais pas, ça m'a plu. Puis à la suite de quoi, avec un petit peu de réflexion, je me suis vachement interrogé, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis imaginé plein de choses. Comment pouvait se passer cet entretien finalement. Et puis le rendez-vous a été pris et je me suis dit, je vais faire un entretien d'embauche comme il se doit, comme j'aurais fait avec n'importe quelle personne d'ailleurs. Et ça s'est très très bien passé. J'ai beaucoup apprécié ce moment, c'était vraiment fantastique. Voilà. Ensuite de quoi, Madame Mélisse Nathalie est venue me voir, nous avons fait un petit débrief. Elle était plutôt emballée, elle aussi, du résultat, je pense. Et j'en ai parlé autour de moi, dans mon réseau.
autour de moi des personnes qui étaient sensibles de pouvoir apporter quelque chose. Et au final, j'ai eu deux, trois réponses favorables, je veux dire. Alors sans doute parce que j'y ai mis beaucoup d'émotions quand j'ai dû leur parler de ça, ou beaucoup d'intérêt en tout cas. Et ce qui en a découlé, ben, une une première immersion de la personne que j'ai reçue et qui découlera peut-être sur un contrat d'embauche, chose qui me ferait énormément plaisir. Je suis très satisfaite de ce résultat au final. Et j'espère que je serai à nouveau sollicité pour cette démarche. J'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment très important pour moi de pouvoir de pouvoir apporter quelque chose de plus à ces personnes-là. Voilà. Je vous souhaite une belle journée à tous. Je vous dis à bientôt. Salut. Bonjour. Donc, nous, on était hyper touchés de ce témoignage hein, de Monsieur Ponce parce que c'est vrai qu'on parle au nom des employeurs et des bénéficiaires qu'on rencontre, mais c'est vrai que de leurs mots à eux, des fois, ça a plus de sens. On a aussi un monsieur qui a longtemps eu du mal parce que, voilà, au contraire, lui, les entretiens d'embauche l'entrée en poste, ça peut être difficile. Et finalement, on est ravis. Et la confiance en lui qui était La vraiment confiance en lui. entachée, entravée. Et ben, on a eu des retours de l'employeur de ce jeune homme, un retour écrit qui vous est partagé là, qui est extrêmement positif sur ben, euh, voilà, toutes les qualités possibles, imaginables et toutes les éloges qu'on peut faire à cette personne. On ne peut pas aller, enfin, on peut pas malheureusement prendre plus de temps, mais en tout cas, voilà, une phrase à retenir, il deviendra sans aucune hésitation un collaborateur de qualité avec tout ce qui est juste avant. Et à noter que ce mail date du 24 mai et que à ce jour, monsieur est encore en poste. L'idée, c'est de pérenniser le poste, de garder cette personne que nous avons accompagnée, que nous accompagnons toujours sur la situation. Et c'est très encourageant, en tout cas, ces témoignages-là. On a également d'autres témoignages qui nous ont été relayés, entre guillemets. Alors, du coup, là, c'est un témoignage de Monsieur P, suivi sur Marseille, qui dit que tous les postes, selon lui, sont potentiellement accessibles et envisageables. L'idée est de pouvoir accéder à celui qui nous convient. Oui. Une autre situation de Monsieur L, suivi sur Aix-en-Provence, qui parle d'une inclusion mal faite ou sans moyens concrets et pire que la non-inclusion. Ça peut paraître assez négatif, mais c'est un retour de son expérience, à savoir qu'aujourd'hui, il fait la comparaison entre cette expérience malheureuse et ce qu'il vit aujourd'hui avec une adaptation et une analyse progressive de son poste de travail en, en lien avec sa situation de handicap et son impact. Voilà. Donc, du coup, bon, pour revenir, il y a des ressources justement pour éviter cette inclusion mal faite, entre guillemets, parce que des fois, ça se fait de manière fluide, il n'y a pas besoin trop d'intervenir. Et puis, des fois, on a besoin d'être soutenu, d'avoir des ressources en tant qu'employeur aussi, ou en tant qu'employé. On a des organismes prescripteurs hein, qui sont assez connus, France Travail, anciennement Pôle emploi, le Cap emploi, les missions locales, puis tout ce qui est employeur public, qui sont des ressources à eux-mêmes, hein, parce qu'ils sont il y a beaucoup de personnes compétentes hein, qui travaillent là-bas et puis qui ont connaissance des dispositifs, des aides humaines et qui peuvent vous orienter, par exemple, vers le marché des appuis spécifiques dont on fait partie. Ouais, donc, FINOCO, bah, comme c'est noté, trouble du neurodéveloppement, TND, Eurapeda, handicap sensoriel pour tout ce qui est handicap auditif et TND également, puisque nous comportons le marché avec cet organisme. Le CRIADV pour le handicap sensoriel visuel. PEV 06 pour les handicaps moteurs et enfin ISATIS pour tout ce qui est handicap psychique. On a ajouté également dans les ressources également mobilisables par ces prescripteurs-là le DEA, dispositif emploi accompagné, qui lui, contrairement aux appuis spécifiques financés par le FIP et la GFIP, est financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et ensuite, pour rappel, il y a également les aides techniques à la compensation qui sont aujourd'hui proposées par EDATEC. Ouais, c'est-à-dire tout ce qui peut être aussi lié à la technologie, oui, poser des logiciels, le poste de travail, des choses en termes d'aménagement.
Bon, on sait que ces dispositifs font des bons retours, hein, et qui permettent à des personnes aussi de trouver leur bonheur, leur accompagnement. Nous, voilà, on voulait vous partager en ce dernier moment de notre intervention le témoignage d'une de nos personnes à qui on a demandé des retours sur notre accompagnement, qui explique que voilà, elle retrouve après le travail qu'on a fait ensemble peut-être une vision d'avenir qui est un peu plus sereine. Euh, voilà, avec le soutien de nos équipes, on travaille ensemble dans quelque chose de plutôt horizontal, hein, et qu'on est là pour les personnes, les aider aussi à aller au-delà de leurs limitations, et aussi de découvrir des compétences qu'ils ne savaient peut-être pas valoriser avant, dont ils n'avaient pas conscience avant. Euh, Et puis, comme elle l'indique bien tout à la fin, cette personne, elle se prépare à aborder tout ça, son projet, de la bonne manière, grâce aux éclairages qu'elle a pu avoir et la restauration de la confiance en ses capacités. Ouais. Donc l'idée, c'est que ce qu'on voulait vous faire comprendre, c'est qu'on a beaucoup de stéréotypes sur ce que c'est d'être en situation de handicap et d'aller vers l'emploi. Que souvent, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide et beaucoup plus léger que ce qu'on peut imaginer. Comme Monsieur Ponce disait, bon, lui, il savait pas trop dans quoi il s'embarquait, finalement, il est super satisfait. Et il est prêt à recommencer. Voilà, les bénéficiaires, eux, les personnes en recherche d'emploi ou en maintien dans l'emploi, eux, sont quand même peut-être plus investis et apportent des choses à l'équipe qui sont nouvelles, qui sont dynamiques. Et si il y avait des petits couacs, s'il y avait des petites choses qui rendaient l'insertion un peu moins fluide, il y a beaucoup de choses qui existent en fait pour compenser ça et rendre les choses beaucoup plus légères. Et soutenir, accompagner, et réduire ces difficultés. Alors, il y a une vidéo que les personnes qui suivent régulièrement nos webinaires ont déjà vue. On n'aura pas le temps, malheureusement, de vous la passer. Mais on voulait quand même juste en reparler rapidement parce que si vous avez l'occasion de revisionner ce webinaire et même les autres, ce webinaire apparaît. Il a été géré par le secteur d'Istres donc, si je ne dis pas de bêtises, la commune d'Arles, enfin, c'est la mission locale du Delta qui a fait cette vidéo qui retrace le parcours de Léa, une jeune fille en situation de handicap avec des multidis. Et c'est vrai qu'elle l'explique, tout le parcours qui n'aurait pas été rendu possible sans, bien évidemment, sa détermination, sa persévérance et le choix de projets auquel elle croyait et sur lequel elle s'est pleinement investie, mais surtout, enfin, mais aussi, en plus, pas surtout, mais en plus, sur le maillage de tous les accompagnements qu'il y a pu y avoir avec le Cap Emploi spécialisé sur la formation, le Cap Emploi maintien, notre collègue PPS. Et, Et oui, ça nous émeut aussi de voir des parcours réussis. Et ben, c'est normal, on investit, on est passionné par ce qu'on fait. Du coup, quand on voit que ça fonctionne, surtout pour des personnes aussi attachantes que Léa, on est quand même très heureux que ça fonctionne. Donc, pour ceux que ça intéresse et qui ont envie d'avoir la larme à l'œil parce que ça fait pleurer, vous pouvez aller voir la vidéo du parcours de Léa, qui est super inspirant et super et la enrichissant. mission locale, il ne faut pas oublier. Et la mission locale. Bon, nous, on vous propose toujours d'adhérer à notre association. Donc, si vous voulez adhérer à notre association, vous pouvez aller sur Hello Asso et adhérer pour 10 euros. C'est une cotisation annuelle à notre association. On pourra vous proposer des entretiens conseils, des aides, des moments aussi de partage comme des cafés, des choses comme ça. Il y a plein de projets Il y a plein de projets. Voilà, vous avez aussi nos contacts sur la dernière slide et je pense que c'est le moment de se dire au revoir. Plein d'espoir et d'émotion. Oui, désolée. Et en tout cas, merci de votre attention et désolé des petits bugs et des couacs du départ qui ont un peu retardé tout ça. Le prochain webinaire aura lieu en janvier. Il y a voilà, une confirmation de programmation qui doit être faite. C'est pour ça que ça n'a pas été affiché. Mais encore une fois, on vous remercie beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Bonne journée. Au revoir.